Bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Comme d'habitude, on commence avec notre petit disclaimer pour vous dire que dans aucun cas ce sont des conseils, mais juste des échanges entre passionnés. Et après, les produits que nous avons dans la boutique, le salon Mika, Tino, je vous en parlerai à la fin, on fait une promo de 72 heures. Et les produits de Tradosaur. Et on se retrouve tout de suite avec notre invité du jour qui est Marc Raffard. Bonjour Marc, comment vas-tu? Bonjour Denis, très bien, hein, impeccable, avec une belle journée aujourd'hui. Merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne YouTube. Voilà, alors, je vois, tu es en direct de Bulgarie, c'est ça, hein? Et oui, ça va faire presque 10 ans que je vis en Bulgarie, 9 ans en fait, 9 ans Mhm. cette année. D'accord. Bon, voilà, j'ai décidé de m'expatrier. Je crois que tu es expatrié aussi. Ouais, moi Voilà. c'est une raison de cœur. Je suis avec... ouais, c'est une longue histoire, hein. C'était une copine d'enfance, de vacances, et j'ai décidé de la rejoindre avec mes 30 ans. Voilà, on va pas non plus s'éterniser dessus. Ouais. Super. Non, bah moi j'étais à Londres juste avant, puis je, je me suis dit que j'avais envie de découvrir Mhm. les pays de l'Est. Je n'avais pas prévu d'y rester 10 ans, enfin 9 ans. J'avais prévu d'y rester quelques mois, puis Ouais. finalement les choses se suivent, s'enchaînent, et puis 9 ans après, je suis encore là. Je connais un peu la Bulgarie, moi, parce que dans mon ancienne vie, j'étais responsable de marché et j'étais tous les pays de l'Est, c'est-à-dire du Kazakhstan Ah oui. jusqu'à la Hongrie, quoi. Enfin, toute la partie Donc Biélorussie, Russie, etc. pays Est au sens large du terme. Voilà les pays Est et les anciennes républiques socialistes, communiste socialiste, quoi. Enfin, voilà, Voilà. du bloc socialiste. Ouais. Donc, avant de commencer, je voudrais pas oublier de parler. On fait une promotion de 72 heures sur le salon Mika et Tino. Donc, elle commence aujourd'hui jusqu'à dimanche et tous les liens sont sous la vidéo. Voilà. Donc, je dis au début, je le redirai à la fin, comme ça, j'oublie pas. Hein, Marc? Très bien, Voilà. très bien. Et toi, Marc, alors tu viens actuellement, tu es éditorialiste chez Café de la Bourse, c'est ça, hein? Voilà, tout à fait. Responsable éditorial, j'écris des articles pour Café de la Bourse et Café du Trading. Ouais. Donc voilà, c'est une nouvelle activité. J'ai toujours écrit des articles, toujours. Mhm. Ça fait depuis 2010 peut-être que j'écris des articles pour Café de la Bourse. Ouais. Aujourd'hui, c'est mon activité principale, c'est mon métier, on va dire. C'est ce qui me permet de remplir la Mhm. gamelle en tout cas. Voilà, donc D'accord. j'écris des articles pour eux, je mets à jour des articles existants, je fais de la recherche, j'anime aussi des webinaires. Donc voilà, c'est un rôle assez large Ouais. et ça me change beaucoup de ce que j'ai pu faire justement au cours Ouais, des c'est 10 ça. dernières Mhm. années, Mhm. où j'étais plus commercial. Donc j'ai travaillé, Mhm. donc, tout au début de ma vie professionnelle, j'étais gendarme. Ouais. Donc D'accord. ça n'a rien à voir avec Ouais. Parce qu'on ce se que je fais connaît aujourd'hui. depuis, par intermittence depuis presque 1 ou 2 ans. On n'a pas beaucoup échangé, mais on se connaissait un petit peu quand même, ouais. Parce que à l'époque, enfin, t'as un long parcours, tu étais chez un broker, après tu as fait de l'ETF. Tu nous expliques un peu, donc tu as commencé Exact. par être gendarme, c'est ça? Exactement, avec un objectif précis, c'était d'être motard, parce que j'étais Ouais. à l'époque passionné de moto. Je le suis moins aujourd'hui. Je pense que c'est l'âge aussi qui fait que Mhm. je trouve ça beaucoup plus dangereux qu'à l'époque. Mhm. Donc c'était motard mon ambition. Donc j'ai commencé gendarme adjoint, j'ai fait un contrat de 5 ans. Au bout de la quatrième année, j'ai mis un terme, enfin un contrat de 1 an renouvelable 5 fois. La quatrième année, j'ai décidé d'y mettre un terme pour revenir à la vie civile, comme on dit, Ouais. simplement parce que je me suis rendu compte que finalement, il y a presque 100 000 gendarmes en France. Il doit y avoir peut-être 2000 motards, si je dis pas de Ouais. bêtises. Et c'est très recherché en plus. Donc, très difficile. Il faut faire des années de brigade. Enfin, bon, bref, je Mhm. me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui était accessible. À l'époque, j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. J'avais moins la patience que je peux avoir aujourd'hui pour accomplir mes objectifs. Et donc, du Mhm. coup, j'ai préféré retourner à la vie civile. J'ai travaillé dans les assurances, dans les mutuelles pendant quelques temps et j'ai accumulé quelques En tant que expériences. commercial, hein, c'est ça? Voilà, en tant que Mhm. commercial, j'ai aussi travaillé chez Carrefour. Enfin, j'ai accumulé quelques expériences commerciales
parce que c'était ce qui me correspondait le plus en sortant de la gendarmerie, parce que bon, n'ayant pas forcément de formation autre que la formation que j'avais en gendarmerie, comme j'étais à l'aise avec le relationnel, j'ai fait que 2-3 trucs commerciaux, puis je me suis passionné en fait pour la bourse, pour le trading en particulier, sur le forex au début. J'ai commencé à lire alors au début. Et comment est-ce que tu es rentré sur le forex en fait tes premiers contacts avec la bourse, c'était quoi? Alors, parce que normalement, en France, quand on vient, c'est un PEA, les actions, tout ça. Toi, tu parles forex tout de suite Pas du tout, ouais, non, pas du tout un parcours classique, parce qu'au début, c'est un ami qui vit maintenant à Malte, qui est expatrié lui aussi, qui était webmaster, il avait plein de sites internet, il faisait beaucoup de choses sur internet, qui m'a dit tiens, et regarde, il y a le trading sur le forex, ça a l'air pas mal, c'est nouveau. Alors à l'époque, on n'en entendait pas parler comme aujourd'hui, hein, c'était quand même quelque chose d'assez peu répandu en France. Puis il m'a parlé de ça, je m'y suis intéressé. Et c'est vrai que j'ai vu que, je pense comme beaucoup de gens qui se sont intéressés au trading, j'ai vu toutes ces possibilités merveilleuses de s'enrichir rapidement. Ouais. Les effets de levier, toutes les possibilités, etc. Tous les pièges sur lesquels on tombe au début, quoi. Voilà, exactement. J'étais happé par cette lumière brillante qui m'attirait comme une luciole avec des gains, des effets de levier, des machins, des trucs. J'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé par lire un livre d'abord. J'ai cru que j'avais tout compris. J'ai ouvert un compte réel et puis je me suis rendu compte que j'avais rien compris en fait. C'est le problème. Ouais. Donc, lui et mon pote, je pense qu'il a laissé tomber aussi. Il a dû vivre à peu près la même expérience. Comme beaucoup, je pense qu'il y a une partie des gens qui rêvent. On vient tous parce qu'on rêve un petit peu de la liberté, par l'argent facile, voilà, etc. J'arrête de travailler, je passe mes tradings et puis c'est tout. Ouais. Exactement. Je pense qu'on est tous plus ou moins attirés au début par ce biais-là. Après, il y en a qui abandonnent, qui pourraient se rendre compte que finalement, c'est pas aussi facile que les promesses qui sont faites initialement. D'autres qui se passionnent. Ça a été mon cas, j'ai persévéré, j'ai suivi des formations, etc. Je me suis quand même rendu compte très rapidement que ce serait très difficile de vivre du trading, parce que soit il faut des capitaux énormes, il faut des compétences, il faut du temps pour se former, c'est pas forcément évident, c'est dangereux en plus, c'est difficile. Et donc j'ai compris que ça serait pas facile de faire ça, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment travailler dans ce domaine-là, donc j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler pour des courtiers. Des courtiers qui venaient des États-Unis, FXCM à l'époque, qui aujourd'hui, je ne sais même plus s'ils sont encore en France, mais à l'époque, ils venaient, c'est un courtier américain qui arrivait tout juste en France, qui ouvrait son bureau, et j'ai tenté le coup. Je me suis dit, bon, allez, hop, j'ai quelques connaissances sur les marchés, j'ai quelques compétences commerciales, tentons le coup. Je suis allé les voir. Donc moi, j'étais à Aix-en-Provence à l'époque, donc je vivais dans le sud de la France, je suis allé les voir à Paris. Et puis j'ai eu l'opportunité de rejoindre ce courtier, ce qui m'a mis un pied à l'étrier, on va dire du côté, courtier du monde de la bourse. Donc j'ai travaillé chez eux. Après j'ai été débauché par un courtier qui était aussi un courtier américain, mais qui était à Londres. Donc j'ai déménagé à Londres, je suis allé travailler à Londres. C'était qui sans indiscrétion Wanda. Ouais. Il a fallu que j'apprenne l'anglais. C'est une grosse étape. Quand j'ai débarqué à Londres, je savais pas du tout parler anglais. Donc je me suis sur le tas, je m'y suis mis. Après, je suis revenu chez FXCM pendant quelques mois seulement. Et après, je suis reparti à Londres. J'ai fait pas mal d'allers-retours pendant 2-3 ans. Là, j'ai travaillé pendant quelques mois pour un prime broker, Fixi. Qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui. C'est quoi ça, un prime broker par rapport à un broker? Un prime broker, c'est un broker. Donc c'est en fait, si tu veux, les courtiers qu'on connaît, ils vont en fait, eux, ils vont aller chercher de la liquidité, ils vont aller chercher des prix auprès de prime broker. Et ils vont mettre tout ça en forme et proposer ça sur leur plateforme de trading. Donc en fait, le prime broker, c'est le courtier qui fournit les prix et la liquidité aux courtiers retail. C'est des grossistes en fait, si on veut. Okay. C'est des grossistes. Donc là, j'ai vu un autre aspect, c'était intéressant. Et en fait, c'est à partir de là que quand je travaillais chez ce prime broker que j'avais dans ma vie personnelle un événement, j'ai divorcé, c'est quelque chose qui arrive, et je me suis dit, j'ai beaucoup plus de liberté qu'en étant célibataire, etc. Et j'avais un peu de sous de côté, je me suis dit,
partons 6 mois découvrir les pays de l'Est. Je suis parti en Bulgarie et je n'en suis jamais revenu, en tout cas pas jusqu'à présent. Et j'ai eu l'opportunité de travailler sur place en fait, parce que comme Prime Broker, j'avais comme client un courtier qui avait des bureaux ici en Bulgarie. Donc en fait, les choses se sont faites que j'ai commencé à travailler pour eux. Donc c'était JFD Broker. J'ai rencontré leur PDG, ça a matché, on a commencé à travailler. Eux, ils étaient essentiellement développés sur l'Allemagne. Donc j'ai développé la marque sur la France. Et voilà, et ça a duré 4 ans. D'accord. Voilà, ça a duré 4 ans. Après, le PDG, il a quitté la boîte, il a revendu ses parts. Il m'a proposé de le rejoindre dans une nouvelle aventure. On a fait quelques temps où on a travaillé un petit peu sur les cryptos ensemble. Donc c'était intéressant. Bon, c'était en 2016, 2016-2017. Il y avait beaucoup d'ICO, beaucoup de levées de fonds, beaucoup de nouvelles cryptos, etc. C'était un peu la foire, faut bien dire. Encore plus que maintenant, ouais. Ouais. C'était carrément n'importe quoi. Enfin, dans beaucoup de cas, y avait de l'argent à se faire. J'ai gagné de l'argent en achetant du Bitcoin à $1000, par exemple. J'ai revendu à 10 000. Bon, j'ai regretté après par la suite de l'avoir revendu, mais comme on dit souvent à la bourse, c'est le temple des regrets. On n'est jamais entièrement satisfait de ce qu'on réalise, même si on réalise des gains. En tout cas, on a fait des levées de fonds, on a participé à des ICO, on a fait pas mal de choses qui étaient intéressantes, qui m'a permis de découvrir encore un nouveau truc. Moi, je croyais beaucoup en cette innovation technologique, financière. Bon, j'étais très déçu parce que je me suis rendu compte que finalement, c'était beaucoup de n'importe quoi. Je suis revenu donc sur les marchés traditionnels après 2 ans sur les cryptos, et là effectivement j'ai travaillé pour, c'est ce que tu disais au début, pour des émetteurs d'ETF et d'ETP, et j'ai fait 3 ans avant de devenir responsable éditorial. Donc toute ma carrière, si tu veux, que ce soit chez les courtiers, dans les cryptos, où j'étais responsable des relations investisseurs, et dans les ETF, c'était essentiellement du commercial. Commercial ou business développement ou autre. Là, je suis. Et puis bon, je sais pas si c'est l'âge ou l'expérience de la vie. Je suis arrivé à un moment donné où le commercial, je pouvais plus. Moi, j'avais envie aux clients de leur dire, mais achetez ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Je pouvais plus vendre quoi que ce soit. J'y arrivais plus techniquement. Vendre, ça m'était devenu complètement insupportable. Mais après, on devient un peu... les clients, on les supporte moins, etc. Surtout que, voilà, moi, j'avais envie de dire, mais achetez ce qui vous fait plaisir. Mais même dans les ETF, à un moment donné, j'étais obligé de vendre les ETF pour de la société pour laquelle je travaillais, mais j'avais envie de leur dire, mais si un autre ETF vous fait plaisir, enfin, investissez dans ce qui vous plaît, quoi. Donc voilà. Et donc, du coup, en fait, je suis revenu vers Café de la Bourse, que je connais depuis des années, parce que j'écris des articles pour eux depuis des années. Et eux, je sais que ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils me disaient, on a besoin de quelqu'un pour écrire des articles, etc., orienté trading, qui a ton expérience sur les ETF, etc., etc. Donc, j'ai tenté l'aventure et jusqu'à présent, je suis très satisfait. C'est un autre travail, mais ça me permet d'être quand même beaucoup plus orienté sur le marché. On en parlait tout à l'heure avant de commencer la vidéo. Ça me pousse. Alors, parfois, c'est pas très amusant, mais ça me pousse à faire des recherches sur des sujets que je maîtrise pas forcément. Donc, des fois, c'est des sujets qui me plaisent pas du tout. Des fois, c'est des sujets qui me plaisent pas et puis finalement, j'y trouve de l'intérêt. Enfin, j'apprends des choses. Mais je reste beaucoup plus connecté au marché. Ça t'oblige à chercher des sujets que tu n'aurais jamais cherché si on ne t'avait pas demandé, il me faut un article sur ça, quoi, par exemple. Ouais, exactement. Et ça m'oblige d'être quand même beaucoup plus au courant, beaucoup plus informé de l'évolution des marchés. Et, voilà. Et en parallèle, depuis quelques mois, donc ça c'est tout à fait, on va dire, loisir, je participe à des tournois de trading. Voilà, c'est ça. Alors en fait, le début de notre interview, c'était pour parler des tournois de trading, c'est ça. Alors pourquoi, avec toute ton expérience, tu n'as pas essayé de vivre du trading? Parce que au début, d'accord, tu n'avais peut-être pas l'expérience et peut-être l'envie, mais maintenant, plus envie, pas assez d'expérience, trop risqué, trop de stress. Alors, en fait, c'est simple. Déjà, il faut des capitaux, je pense, pour vivre du trading que je n'ai pas. C'est-à-dire que je pense que se lancer dans le trading et n'avoir que le trading comme simple revenu, si on n'a pas 50 ou 100 000 euros sur son compte, c'est quand même très difficile. Somme que je n'ai pas, malheureusement. Tu penses qu'avec 100 000 euros, on peut vivre du trading? C'est pas beaucoup, hein, c'est chaud, hein, non?
C'est chaud, c'est chaud. C'est le minimum, vraiment le Ouais. minimum, je pense. Le minimum. Et en fait, vivre du trading, à mon avis, pour vraiment vivre du trading, il faut quand même avoir un complément de revenu à côté. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'immobilier qui tombe. Même si c'est pas l'essentiel du revenu, il faut avoir quand même quelque chose à côté qui paye au minimum les factures. Parce que sinon, psychologiquement, c'est ça en fait le problème. C'est que vivre du trading, Ouais. bon, il y a le capital qu'il faut, il faut un capital. Donc ça, déjà, on l'a ou on l'a pas. Euh, et même si on ne l'a pas, on peut toujours après prendre un peu plus de levier, même si c'est dangereux. Mais bon, bref, il faut quand même un capital de départ. Et après, il y a toute la psychologie qui va autour. Et vivre du trading psychologiquement, se dire qu'à la fin du mois, on a besoin de ça pour payer Mhm. les factures, c'est très difficile. Parce que si C'est on très, n'arrive très pas, on est difficile. obligé de prendre du capital, on a moins de capital pour trader, etc. Et après, ça devient C'est une ça, boucle, hein. C'est un peu ce qui est arrivé exactement. un peu à Ben sur notre chaîne. Lui, il a essayé une première fois de vivre du trading. Il est arrivé, c'était à l'été 2018, et il lui restait presque plus rien. Et il dit, moi, si je change de méthode et si en septembre, j'y arrive plus, bah, je repars dans la vie active. Bon, après, il a changé de C'est méthode, ça. il a réussi, mais à un moment, il était Bah, vraiment au ras des il a eu de la, pâquerettes, hein. il a eu de la chance, enfin de la chance et du talent, j'imagine. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas facile parce que quand on Le seul part en... truc qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a décidé de couper ses pertes plus vite. Ouais. Et en changeant ça, ça a marché. Ouais. Bon, bah, félicitations à lui parce Ouais. que c'est vraiment pas évident quand on rentre dans c'est un peu un cercle vicieux. On a besoin de gagner plus, des fois plus Mm. vite, de rattraper ses pertes. Bon, c'est vraiment pas facile de ne dépendre que des revenus du Mhm. trading. Moi, j'ai fait l'expérience, bon, il y a de nombreuses années, j'avais pas autant d'expérience et de compétences qu'aujourd'hui, de connaissances qu'aujourd'hui, mais à l'époque, je m'étais tout de suite rendu compte que le plus gros problème, c'était ça, c'était bah, La quand on fait une pression. perte, voilà, quand on fait une perte, il faut absolument vite la rattraper parce que bon, bah, voilà, il y a une pression énorme. Mhm. Alors que bon, bah, après, je me suis mis à trader avec des plus petites sommes en faisant différents types de stratégies. Je pense que j'ai touché un peu à tout. J'ai essayé le scalping, j'ai essayé le swing trading, le day trading. J'ai un peu essayé de tout. J'ai même fait du carry trade à un moment donné sur les devises. J'ai même essayé de mettre des stratégies en place avec des hedging, mais entre trois paires de devises, Mhm. entre trois actifs. Bon, j'ai fait plein de choses. J'ai eu des périodes où j'ai gagné, des longues périodes où j'ai perdu, des longues périodes où j'ai gagné. Ça a été des périodes de pause aussi, hein. Là j'avais fait une pause en 2020, j'avais complètement arrêté le trading Mhm. pour me focaliser sur construire un portefeuille action ETF pour investir plus à long terme. Donc voilà, mais vivre du trading, franchement, c'est vraiment Mhm. pas simple. Et après, quand on n'en vit pas, c'est-à-dire quand on fait ça avec 2, 3, 4 000 euros, qu'on s'amuse, on prend des positions, etc., bon, on va arriver à un moment où si on a d'autres d'autres activités très prenantes, comme c'était le cas, moi, quand je travaillais pour dans les ETF, où c'était des travails, j'étais obligé de voyager à droite, à gauche, etc., Mhm. bon, on perd le temps, puis on perd un peu la motivation aussi de traiter. Parce que bon, finalement, faut pas se leurrer quand on trade avec un compte de 2 à 5 000 euros, comme ça a été mon cas sur la plus longue période, on va dire sur les 10 ans de trading que j'ai fait, ça a été toujours plus ou moins mon cas. J'ai jamais eu des comptes plus importants que ça. Donc, bon, bah voilà, on gagne quelques dizaines, parfois quelques centaines d'euros, Mhm. par-ci, par-là. Bon, à un moment Bon, mais donné, t'as pas la pression parce qu'en fait, bah, si voilà, tu c'est perds, ça, tu il n'y dis a bah pas. je perds, c'est pas grave parce que j'ai C'est perdu ça. juste ça. Et en fait, ouais, c'est un trading complètement différent d'un trading normal, quoi. Parce qu'en fait, je Ex- pense que pour trader, il faut trader pas petit, mais pas trop gros parce que tu tires trop d'eau, tu crames. Mais si tu trades trop petit, tu t'en fous de perdre en fait. Exactement. Exactement. Donc voilà, voilà, j'ai fait ça. Puis à un moment donné, bon, je me suis un peu lassé, donc je fais une pause pendant 2 ans, jusqu'à ce que je découvre donc ces tournois de trading Ouais. qui m'ont permis de remettre un peu de peps, on va dire, dans mon activité de trading, parce qu'effectivement, bon, bah, quand les montants sont pas assez importants, comme tu le dis, bon, bah, tu t'en lasses un petit peu. Et puis là, bah, en fait, finalement, il n'y a pas de montant, parce que les tournois de trading, c'est du fictif, donc il y a rien à perdre Mhm. en argent. Mais il y a ce côté compétition qui est quand même intéressant et qui te force. Alors après, tu peux faire les compétitions et quelque part, tu te dis, bon, je m'en fiche. À ce moment-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, j'essaie quand même de me positionner, j'essaie quand même de sortir la performance. Derrière, il y a des beaux lots qui sont à gagner dans ces tournois. Il y a des comptes en gestion dans des propres firmes, donc c'est des montants importants. On peut avoir des comptes de 5, 10, 15, 20, 20, 25. Et si on participe à la compétition annuelle, je crois que c'est 500 000 euros le compte Mhm. qu'on peut décrocher. Donc, bon, je suis pas en train de mettre tout mon avenir là-dessus, Mhm. mais j'essaie de le faire quand même sérieusement. Quand je fais n'importe quoi,
voilà, ça me râle. Là, par exemple, alors évidemment, c'est des tournois, il faut se positionner. Ah, mais comment ça se passe en fait? T'as une date de départ, t'as une C'est ça. quantité fictive, et t'as une date de fin. Ça commence toutes les semaines, c'est tous les mois, comment ça marche? Alors c'est une très bonne question. Alors, en fait, tu as plein de tournois qui sont organisés. Tu as des tournois sur 2-3 jours. Tu as des tournois où t'as des tournois sur une semaine, 2 semaines. Tu as des tournois sur le mois. Tu as des tournois sur le week-end, uniquement pour les cryptos. Donc, tu as à chaque fois une date de départ, une date de fin. À chaque fois que tu commences, c'est sur la plateforme MetaTrader 5. À chaque fois que tu Hmm. commences un tournoi, tu as 100 000, on va dire, dollars. Je pense que Hmm. c'est des dollars qui sont crédités sur ton compte. Et après, bon, bah, il faut, voilà, en fonction des actifs que tu as le droit de traiter, parce que tu n'as pas le droit de traiter à chaque fois tous les actifs. Tu as des tournois qui sont que sur les devises et sur les métaux, tu as des tournois qui sont que sur le DAX, tu as des tournois qui sont que sur les cryptos, tu as des tournois où tu peux traiter ce que tu veux, tu as des tournois où tu peux traiter que les actifs, on va dire, principaux, donc c'est-à-dire les indices principaux, les paires de devises principales et les principales cryptos. Donc t'as un peu de tout. Un peu de Mhm. tout en termes de tournois. Il y en a plein qui sont organisés là. Je peux peut-être partager mon Oui, écran. partage d'écran, oui, c'est intéressant de voir un Alors, peu comment ça marche. oh zut, là, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Partage d'écran, c'est où? Ah, voilà, c'est En là. bas à droite, ouais. Voilà, démarrer le partage. Et tu choisis ta fenêtre. Voilà. Donc là, là, est-ce que tu vois mon Ouais, écran? ouais, Voilà. Donc WSOT, ouais. là, donc là, c'est le site des World Series of Trading. Donc ce site cette société qui organise les tournois. Donc là, si je vais dans Play Trade, on a l'ensemble des tournois ici. Donc, il y a deux types de tournois. Il y a ce qu'ils appellent les headhunt. Donc, les headhunt, en fait, c'est des tout petits tournois. Sur Mhm. 15 minutes, on peut se défier l'un l'autre. Donc, Ah c'est des ouais. tournois Mhm. en 2 personnes. Donc, ça, c'est sympa. Le seul truc qui manque dans ces headhunts, c'est de pouvoir choisir la personne avec qui tu vas te confronter. Parce que là, en fait, si tu choisis de t'inscrire à ce tournoi-là, bah, c'est la première personne disponible qui va se confronter avec toi. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas choisir ou Mhm. inviter quelqu'un dans un défi. Peut-être ça va venir dans l'avenir. Et après, il y a d'autres tournois sur 45 minutes avec différents rounds. Donc ça, j'ai pas encore participé à ces tournois-là. Mhm. Faudrait que je tente le coup. Et là, il y a les tournois classiques. Donc là, justement, on parlait des tournois sur les cryptos. Donc là, par Ouais. exemple, il y en a un qui commence le 11. Donc le 11, bah, c'est là, C'est samedi, samedi, et ouais. qui se termine dimanche. Donc là, que sur les cryptos. Là, il y a Big Cash. Donc ça, c'est un tournoi qui commence pareil sur 2 jours. Et puis là, il y a Kickstarter Prop Film Programme. Donc là, c'est du 13 au 24. Donc c'est globalement sur 2 semaines. Mhm. Donc si je clique là, par exemple, donc là, on peut traiter que le forex et les métaux. Minimum 30 joueurs. Donc là, je me suis inscrit pour ce tournoi-là. Mhm. Il commence dans 3 jours. D'ailleurs, il faut que je surveille, il faut que je me mette une alerte. Alors moi, Mhm. je participe à plusieurs tournois en même temps, hein, parce que j'ai. Alors en fait, quand on s'inscrit, c'est totalement gratuit sur le site, et on peut participer à un tournoi en même temps. Mhm. Maintenant, après, ils ont des offres premium, VIP, etc. Là, moi, j'ai pris l'offre VIP qui me permet de participer à 6 tournois en même temps. Mhm. Parce que des fois, bah, il y a des tournois sur 2 jours qui se chevauchent avec des tournois sur un mois, etc. Et j'ai envie de, voilà, de participer à un maximum de tournois. Parce que l'objectif derrière, c'est de se qualifier. Se qualifier, bon, gagner ce qu'ils appellent, je l'expliquerai plus tard, des World Series Coins qui permettent derrière de débloquer des qualifications, Mhm. de gagner des prix en cash qui permettent aussi de débloquer des qualifications. En fait, c'est un peu à l'image des tournois de poker. Je sais pas si tu connais Mhm. les tournois de poker, Non. où en fait tu participes à des petites compétitions, voilà, où il y a beaucoup de monde, et puis après tu te qualifies, tu Ouais, gagnes, après, c'est un voilà. goulot, et puis il y a, Voilà. Et après, l'idée, donc là, pour revenir, donc là, c'est un tournoi qui n'a pas encore commencé. Moi, j'ai choisi de mettre mon vrai nom et ma vraie photo. Mhm. Donc, je sais qu'il y en a qui s'amusent à mettre plutôt des pseudos. Ça rajoute pour moi un challenge supplémentaire parce que bon, on me reconnaît, on sait que c'est moi. Mhm. On sait que c'est moi. Donc, il y a pour la gloire, quelque part, il Ouais. y a aussi cette pression supplémentaire. Mais voilà. Et après, en fait, en gros, bon, bah, là, par exemple, sur ce tournoi-là, le premier va décrocher un compte de 5 000 $ avec une propre firme partenaire pendant un mois. Donc il y a plein de choses C'est-à-dire qu'en comme fait, tu ça. gères 5 000 $ pour cette société, c'est ça? Ouais, exactement, exactement. Et après, l'idée, c'est de se qualifier pour ce qu'ils appellent the main event. Ouais. Et le main event, donc c'est le gros tournoi où il y a une prize pool de 500 000 $ à gérer. Donc c'est pas du cash qu'on va recevoir, c'est un compte encore une fois Mhm. à gérer. Mais voilà, il y a tout un
tout un package. Après, donc cette compétition annuelle, je crois qu'elle est organisée à Dubaï ou à New York en fin d'année. Donc on y va, on est invité sur place, on trade sur place. On a, voilà, on intègre une propre firme, on a ce compte de 500 000 $. Enfin bon, bref, Bien, il y a bien. voilà, il y a voilà. Donc, moi, je trouve que c'est amusant. Pour ceux qui veulent débuter, enfin, moi, j'aurais bien voulu débuter là-dessus. Ça m'aurait évité de perdre de l'argent au début parce que je pense, enfin, j'ai fait pas mal de pertes à mes débuts. Mhm. Parce que finalement, alors, on n'est pas dans des conditions réelles, on est dans des conditions de démo. Il faut bien comprendre que là, je prends des risques pour me positionner. Là, par exemple, je vais vous montrer un tournoi sur lequel je participe qui dure tout le mois de février. C'est là. Ici. Donc, il a commencé le 1er au 28 février. Donc là, c'est un tournoi qui permet de se qualifier pour cet événement annuel. Tous les tournois ne permettent pas. Bon, là, voilà, j'ai Et passé 333 trades depuis le début du mois de février, donc ouais, c'est en pas mal, ouais. 8 jours. Et là, je suis plutôt bien positionné. J'ai quand même fait 98,7% de performance. Ça évolue en temps réel, hein, parce que derrière, c'est ici mes positions en temps réel, là. D'ailleurs, j'étais bien gagnant, je suis passé perdant. Mhm. Donc là, je suis bien positionné. Si j'arrive à être premier, je décroche la qualification. Donc pour sortir 98% en 8 jours, 9 jours, il faut envoyer du lourd en termes de Ouais, risque. et se prendre des risques, ouais. Mhm. Alors, c'est assez bien fait le tournoi parce qu'on ne peut pas gagner, si tu veux, euh, avec un coup de bol. C'est pas possible, justement, ils font exprès. Là, par exemple, sur le Rodol, le lot maximum qu'on peut prendre, c'est 2,52 lots. Mhm. Donc, ça fait 250 000 $. Sur un compte de 100 000, ça fait un effet de levier de 2,5. Donc, on ne peut pas D'accord. utiliser des effets de levier de fou. Il faut vraiment jouer sur plusieurs actifs, jouer sur les corrélations, aller chercher la volatilité. Donc, il faut vraiment aller. C'est ça aussi qui m'a poussé. J'avais jamais traité les cryptos avant. J'avais investi sur le Bitcoin ou des cryptos comme ça, mais j'avais jamais vraiment traité activement les cryptos. Là, j'ai dû m'y mettre parce qu'à un moment donné, il faut sortir de la performance et les cryptos sont plus volatiles que le reste. Donc, voilà, Mhm. voilà, c'est assez intéressant. Moi, ça me plaît dans le sens où ça me permet de sortir des sentiers battus, ça me permet de découvrir de nouvelles activités, ça me permet aussi de découvrir des biais psychologiques que j'avais pas découvert autrement. Mhm. Par exemple, j'ai remarqué que quand je suis gagnant, là, comme là, quand je suis dans le haut du tournoi, généralement, c'est là où je suis le plus susceptible de faire n'importe quoi après. Ah, c'est ta zone de confort qui est par le haut ou par le bas, ouais. Voilà, Ouais. alors que ce tournoi-là, il faut savoir que au début, j'ai fait n'importe quoi. Je suis ce compte-là, là, ici, je suis à donc 198 000. Je suis descendu à 28 000. D'accord. Ouais. Donc j'ai vraiment moins 73%. J'ai réussi à le remonter. Et en fait, quand je suis en perte forte, eh ben, c'est là où finalement j'excelle. Et puis quand je commence à être en gain, en fait, bah, je sais pas, ouais, je suis dans ma zone de Tu confort. Je me mets à faire psychotes. n'importe Ouais. Voilà, je me mets à faire n'importe quoi. Je suis meilleur quand je suis en perte. Ok. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas. À mon avis, voilà, c'est un biais à mon avis que j'ai depuis longtemps, mais je l'avais pas nécessairement identifié avant. Et je l'ai identifié grâce au tournoi parce que bon bah les tournois, voilà, il y a une date de début, une date de fin, une performance. On suit beaucoup plus le truc, on suit le classement. Et j'ai remarqué, bah, quand je suis en gain, j'ai tendance à prendre des mauvaises décisions. Et après, euh, voilà. Donc non, c'est sympa les tournois. Il n'y a rien à perdre. C'est ça l'essentiel. Ah ouais, c'est C'est bien. qu'il n'y a rien à Mhm. perdre. Voilà, on a tout à gagner. C'est-à-dire que même si on gagne 500 $ sur un tournoi, le ratio rendement-gain, il est énorme puisqu'on a mis zéro à la base. D'accord. Et ça te laisse du temps quand même de trader en réel ou tu es vraiment focus là-dessus? Non, je suis focus là-dessus maintenant. Je suis D'accord. focus là-dessus parce que de toute façon, mon compte réel maintenant, c'est un compte chez Interactive Broker et c'est plus que de l'investissement long terme sur des actions. Donc voilà, c'est un portefeuille action uniquement. J'avais quelques ETF, mais là, je me suis recentré. J'ai vraiment fait une allocation précise sur les actions qui m'intéressent à long terme. Et donc, du coup, non, ouais, je suis que là-dessus. Ah, super, super. Tu départages et puis on finit en tête à tête, Ouais, bien c'est sûr. plus simple. Hop, Ouais. voilà. Le marché actuel, tu le vois évoluer comment, toi? Euh, Alors, on voit toujours l'écran, hein, tu l'as pas ah, départagé. ah ouais, pardon, faut que je confirme. Hop là. C'est bon? Ouais, c'est bon.
Donc, écoute, c'est vrai que bon, l'année 2022, ça a été l'année de l'inflation, de Ouais. la hausse des taux, de la baisse des marchés, du coup. Euh, on nous a annoncé à partir du mois d'octobre 2022 que l'année 2023, ça serait l'année de la récession. Donc, effectivement, bon, et d'ailleurs, j'ai eu les, les biais psychologiques, encore une fois, sont ancrés, même en trading, ça m'a impacté parce que bah, du coup, j'étais short, 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 short. En réalité, bah, les marchés, on l'a vu, ils sont plutôt haussiers. Ouais. Ils ont Euh, carrément fait la bascule depuis sur le mois de janvier. Hein, ouais. Ils sont passés ouais, tous en haussier. ouais, tout haussier. Donc, ça a été difficile psychologiquement parce que moi, j'étais encore dans ce truc récession, machin. En fait, finalement, les chiffres, au fil du temps, prouvent que bon, bah, la récession, il n'y en a pas, en tout cas, d'un point de vue, on va dire, fondamental. Mhm. Après, je dis pas, hein, il y a des faillites. Là, on le voit, je sais plus, il y a tout par gel. Enfin, il y a pas mal Mhm. d'entreprises qui font faillite. Il y a des entreprises, des petites entreprises qui sont dans des difficultés terribles avec les hausses des énergies, etc. Donc, je dis pas que la situation économique est parfaite, mais on n'est pas à proprement parler dans une récession et du coup, ça se reflète sur les marchés financiers. Et, euh, et donc, bah là, c'est surprenant, c'est-à-dire que toutes les grandes analyses, toutes les grandes analyses, toutes les grandes banques nous ont parlé pendant 3 mois de récession, de machin. On n'est plus du tout dans ce contexte-là, on est dans un contexte de hausse. Bon, maintenant, je pense qu'il faut quand même faire attention aussi. On est vraiment sur des zones plus hautes, sur le CAC, etc. On est vraiment sur des plus hauts. Là, encore aujourd'hui, ce matin, j'étais long sur les marchés. Mais je pense que c'est encore une fois des biais psychologiques. Là, Mhm. ça a monté. On était sur les plus hauts sur l'Eurostock 50. Je pouvais pas. J'ai voulu shorter. Alors après, est-ce Ouais. que j'ai eu tort? On le verra. De toute façon, c'est du day trading. Donc, on sera très rapidement fixé pour aujourd'hui. Mais bah, Moi, je sais pas, tout, hein, tout, moi, peut-être là, on est à la limite d'une explosion haussière pour moi. Alors, parce qu'il n'y a pas, il ouais, y a plus de mauvaises nouvelles. La moindre, enfin, toutes les mauvaises nouvelles sont digérées par le c'est marché, ça. hein, la guerre, tout ça. Et à la moindre petite étincelle, ça pourrait partir vers le haut. Enfin, c'est mon avis. Hein. Et je sais que je suis un des. Il n'y a pas beaucoup qui pensent comme moi. Mais enfin, bon, de toute façon, on traite que ce qu'on voit. Donc, tant qu'on n'a pas cassé des plus hauts et qu'on n'a pas fait deux ou trois belles bougies vertes, ben, on fait Bah, tout à attention, fait. quoi. Et puis après, là, tant que l'inflation est en tendance baissière, donc l'inflation se réduit, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ce qui va amener tôt ou tard à des baisses de taux, même si aujourd'hui on est quand même, là, la semaine Mhm. dernière, il y a eu des annonces, c'était des hausses de taux, mais je pense qu'à un moment donné, on va arriver sur des baisses de taux. Et bon, ben voilà, il faut bien comprendre que les marchés financiers, c'est des vases communicants, hein. Donc, si à un moment donné, on baisse les taux directeur, bah, finalement, bah, la liquidité qui est dans ces taux-là, ça va revenir sur les marchés actions et quelque part, ça va créer des hausses de marché. Donc, effectivement, ça peut exploser à tout moment. En plus, on est vraiment sur des niveaux plus hauts. Donc là, il y a Ouais, parce peut-être qu'on est sur les plus hauts avec des taux élevés, avec des risques de récession. Donc, c'est pour dire, hein, si on n'avait pas des taux élevés, on n'avait pas de risque de récession, où est-ce qu'on serait? On serait à la Lune, quoi. C'est un truc de fou. C'est Hein, ça. ça. Donc, suffit de pas grand-chose. Que je suis assez d'accord avec toi. Suffit de pas grand-chose pour que ça explose à la hausse. Euh, tu me fais regretter mes positions short. Tu vas dire, ah, non, 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 mais en intraday, on ne sait Non, pas. mais Hein. je suis convaincu. De toute Pour moi, façon, là, ce on est matin. en pleine consolidation de la hausse du mois de janvier. Mais sur l'année, pour moi, ça va encore continuer. Mais c'est vrai que là, on est en pleine consolidation et on ne sait pas jusqu'où on va consolider. Hein. On peut consolider express ou on peut consolider un peu plus Tout longtemps, à quoi. fait. Non, mais voilà, je pense que, ouais, je pense que ça peut. Je Je suis pense que assez je vais d'accord. vendre mon short, non? Bah, je pense que, ouais, on va vite finir cette vidéo. Ouais. Mais non, bref. Et puis après, de toute façon, moi, et alors oui, je pense qu'à un moment donné, tu voulais me demander quelle est ma technique de trading. Voilà, c'est ça. Euh, On finira un peu tes techniques de trading, ou tes setups, alors, etc. Ouais. Alors, je vais en décevoir plein. Moi, c'est tout simple. C'est support résistance horizontaux. Je vais pas commencer déjà à tracer des diagonales, des machins et trucs parce qu'il y a trop de place à l'interprétation et en fonction de la diagonale, comment tu l'as Mhm. tracé. Donc, moi, c'est les supports résistance horizontaux.
et les chandeliers japonais, c'est-à-dire quand on a des accélérations à la hausse ou à la baisse et que je vois des grandes mèches à la hausse ou à la baisse, et bien effectivement, je prends ça en plus des supports et résistances comme potentiellement des signaux de retournement de marché. Donc c'est très basique. C'est-à-dire que les Très basique. marteaux, etc., quoi. Voilà, exactement. Donc moi, c'est très très basique Et comme tu achètes analyse. sur support ou tu vends, tu t'achètes sur breakout de résistance ou tu vends sur résistance plutôt? Alors, j'essaie de pas avoir de biais là-dessus, mais j'ai plutôt tendance à vendre les résistances et à acheter les supports. D'accord. Mhm. Voilà. Ouais, c'est comme tous les Mais traders d'indices, hein. Moi, c'est la différence un peu entre les traders actions et les traders indices, hein. Les traders actions, ils achètent les résistances et les traders indices, ils vendent les résistances, j'ai l'impression. ouais, Ils jouent le reflux. mais Ouais. mais là, tu vois, c'était une grosse erreur de le faire aujourd'hui, par Ouais. exemple. Ouais. Ouais, ok, Donc, d'accord. non, mais voilà, donc il n'y a pas de miracle. De toute façon, moi, on dit souvent il y a autant de stratégies que de traders. Je pense qu'il y a des stratégies, effectivement. Là, même le terme stratégie, j'aime pas, parce qu'en fait, chacun a son interprétation du marché. Après, il y a des techniques. Si on veut, il y a des techniques pour traiter un support, une résistance, ou des techniques pour. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je disais quelqu'un qui va m'apprendre une stratégie, c'est comme quelqu'un, enfin, je faisais une comparaison avec une formation pour faire le Paris-Dakar. Mhm. Pour faire le Paris-Dakar, on va apprendre des techniques pour rouler dans le sable, on va apprendre des techniques pour rouler sur les terrains rocailleux, on va apprendre des techniques pour se désabler, on va apprendre des techniques pour pas faire surchauffer les moteurs. Mais maintenant, quelqu'un qui me dit, moi j'ai une stratégie pour gagner le Paris-Dakar, je le Mhm. regardais, je vais dire, ah bon. Mhm. Ouais. Euh, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que dans plein de contextes de marché, on va avoir des techniques différentes pour voilà, anticiper plus ou moins comme on peut les mouvements. Mais après, la stratégie, c'est l'interprétation de toutes les techniques qu'on a pu apprendre. Donc pour Mhm. moi, c'est très... Ouais. Voilà, je pourrais pas t'écrire ma stratégie sur un papier, quoi. C'est vraiment, D'accord. il y a Ouais, c'est un peu beaucoup aussi de l'expérience, et puis tu vois un peu comment est le marché, et tu vois un peu, c'est difficile d'expliquer après quand on sent le marché, quoi. C'est ça, il y a une très forte, voilà. Ouais, il y a le feeling aussi. Enfin, j'ai Ouais. pas peur de le dire. Il y a une grosse place au feeling aussi, qui Et, est pas toujours bon, hein. et ton futur maintenant, tu te vois comment dans, je sais pas, 5 10 ans Ah bah tu voudrais ça, changer quoi? Tu voudrais faire quoi? ça c'est une bonne question. Ah bah, C'est une bonne ça j'aime question. bien, tu vois, parce que tu sais comme moi, tu vis dans Ouais. le présent, et moi c'est pareil. Ouais, Ah j'en ouais, sais rien en ouais, fait. J'en sais rien. Je sais juste que le commercial, pour le moment, je peux plus. Même ouais. si même si je gagnais beaucoup mieux ma vie en travaillant chez des émetteurs d'ETF qu'à écrire des articles, je savais que je pouvais plus. C'était pratiquement une allergie. Mhm. J'en étais malade d'aller travailler le matin. Là, je suis satisfait de ce que je fais. Euh, voilà, je Bon, ne saurais pas te dire. Franchement, bah, excellent. Donc, Marc Raffard, une personne heureuse de ce qu'il fait, donc voilà. Après, j'en sais rien. Peut-être éditorialiste, et puis qui participe au jeu comment ça s'appelle, le World World Series of Trading. ouais, WSOT, c'est ça. Voilà, WSOT. Mais après, que l'avenir, j'en sais rien. Si je gagne les tournois, que j'ai 500 000 euros en propre trading, peut-être que je ferai plus ça que d'écrire des articles. Ouais. Si je me plante et que je suis à la fin du classement, à la fin de l'année, bah, peut-être que je ferai plus des... Enfin, je sais pas. Enfin, Ouais, ouais. ou peut-être carrément rien à voir, quelque chose qui aura rien à voir avec la finance, une opportunité. Voilà, moi, je suis ouvert. Mais pour le moment, je suis très content de ce que je fais. Ça me laisse beaucoup de temps libre. Moi, j'ai deux petits chats, voilà, je peux travailler à la maison et passer du temps avec eux. Donc aujourd'hui, ce que je fais, ça correspond tout à fait à mon état d'esprit actuel. Ouais, super Marc. Bon ben Voilà. merci pour tout. Je rappelle notre petite offre avant de l'oublier. Donc alors ce week-end pendant 72 heures, vendredi, samedi, dimanche, on fait une opération promo pour la venue de Tradosaur sur le salon MTT, hein, salon Mika Tino, hein. Donc sur le salon on retrouve Michael Landreau, Tino Trading, on a Oli pour le long terme. Il y a Christelle qui fait de l'Ishimoku, et maintenant il y a Tradosaur, hein, je suppose que tu le connais, Tradosaur, non? Bien Ouais. sûr. Tradosaur qui a une rubrique pour faire de l'accumulation rationnelle, hein. Et alors comme d'habitude, hein, il y a la vidéo hebdo de Tino, la vidéo du week-end dernier a duré 2 heures sur une analyse fondamentale, sur une analyse technique des marchés, et l'audio tous les jours pour débriefer les marchés de Tino également.
Donc tout est dessous la vidéo. Merci Marc pour avoir pris le relais Au début, c'était Ricardo qui était prévu, mais il est malade. Donc, Ça arrive. Surtout en ce moment avec les changements de température, ouais. tout ça. Et comme Bah, tu vois, ça faisait 2 mois qu'on devait faire une petite interview, on a profité pour la faire maintenant. super, Voilà. bah, un grand merci et puis bon peut-être à très Bah, bientôt. bien Si j'ai sûr. d'autres choses à venir te présenter, Bah, t'es toujours le bienvenu, ça Marc, sera hein. avec Viens plaisir. quand tu veux. Voilà, et définitivement, je vais couper mes positions longues. Short, short, tu veux dire. Ouais. Short, ouais. Couper mes positions short dès qu'on aura raccroché. D'accord, ok. Merci à tous. Donc, comme d'habitude, la promo jusqu'à dimanche, les commentaires, faites sonner la cloche et abonnez-vous à la chaîne. Merci Marc, ciao à tous, au À revoir. bientôt. Ciao, ciao.